vous invite à éteindre votre caméra si vous voulez absolument pas être vu après ça dans la rediffusion. Pourquoi on enregistre? Ben, c'est simplement pour les membres de la Troquelle qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin pour qu'ils puissent avoir accès à l'information. Donc, c'est pas pour vous piéger, inquiétez-vous pas. Donc, aujourd'hui, après 9 semaines en mode COVID, où nous sommes soit en télétravail, soit en adaptation de notre travail pour le service direct, soit en gros questionnement sur c'est quoi la suite des choses. On sentait que la question du déconfinement était hyper présente dans les préoccupations des groupes. Entre autres, les mardis où on a le webinaire « Soutenons-nous ». Ça fait quand même 3 semaines là, qu'on entend et on sent les préoccupations. Puis pourtant, on se sent poussé par le déconfinement tout en étant dans aucune directive gouvernementale. Dans le sens que si vous avez relu un peu les directives, on va parler des écoles, des CPE, on va parler des entreprises qui ont des portes vers l'extérieur. On va entendre parler du secteur de la construction, on va entendre parler du secteur manufacturier. Quand nous, on a posé des questions au ministère et à notre CIS, qu'on disait c'est bien les organismes communautaires ne sont pas dans la liste, donc on ne vise pas ce déconfinement-là. En même temps, ça amenait plusieurs questions, entre autres la question des friperies, en se disant ben, si les commerçants ouvrent, est-ce que les friperies peuvent ouvrir? Donc, il y a tout ce lot-là de questions et clairement, il n'y a pas de volonté politique qui est ni ministérielle à date pour que ce soit clair avec les organismes communautaires. Puis peut-être pour vous faire sourire, quand on a posé la question au ministère de la Santé et des Services sociaux, à savoir, est-ce qu'on va avoir des directives claires? Leur question, ça a été, ben, on pourrait-tu voir votre document, la CITROC, de réflexion sur le déconfinement pour nous faire une idée? J'étais particulièrement inquiet quand j'ai entendu ça, mais en même temps, ça vous dit, et j'ai même pas peur que ce soit enregistré et après ça, qu'ils puissent réentendre ce que je vous dis là, parce que ça a été carrément ça, la discussion, où on sent qu'ils n'ont pas encore, ou en tout cas, il y a une semaine, pas nécessairement eu de volonté là, de directive claire. Donc, pour nous, c'est important qu'on prenne le temps de réfléchir. En même temps, qu'on prenne le temps aussi de voir qu'on n'a pas à réouvrir actuellement. Les rassemblements sont toujours interdits. Si vous avez vu les différents guides, ben, il y a beaucoup de mesures à prendre et c'est vraiment ça l'idée ce matin, de faire un petit tour d'horizon. Donc, comme vous avez peut-être pu voir, soit sur Facebook ou par courriel, on a 2 invités ce matin. On a demandé à Sébastien Garnon de la CDC, de la MRC L'Assomption d'être avec nous parce qu'il a développé un outil justement pour préparer le plan de déconfinement parce que même si on n'est pas nécessairement poussé à être déconfiné en ce moment, on peut prendre le temps d'y réfléchir. Et donc, Sébastien va vous présenter cet outil-là. Et on aura à 10 heures le directeur de la santé publique de la Naudière, Dr Lessard, qui va joindre à nous pour justement venir nous donner certaines directives là, par rapport aux organismes communautaires dans la situation de la COVID-19. Donc, on espère que ce matin, ça va nous donner quelques éclaircissements tout en sachant que ben, c'est pas très clair comme sujet, mais on va avancer et on va utiliser là, tout au long des différentes de la présentation. On va utiliser des fois des sondages pour vous questionner. On va utiliser le chat pour aller chercher des informations. Sachez que le chat, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous nous donnez des réponses à nos questions, bien, nous, on peut le télécharger pour après ça garder ça en note pour le travail qu'on doit faire comme Troquel. Maya, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu n'as rien oublié. Puis j'ai des enfants qui me parlent à côté, fait que je te laisse continuer. Parfait. Ben, en fait, je vais tout de suite céder la parole à Sébastien de la MRC L'Assomption. Tantôt, je l'ai vu. Ah oui, je viens de te retrouver, Sébastien. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. On a eu une discussion, Sébastien et moi, vendredi passé sur l'outil que Sébastien développait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de guides de réflexion. Et Sébastien, ce qu'il voulait, c'était l'outil qu'il a travaillé, c'est vraiment dans le concret, si on a un plan à développer. Donc, ben, Sébastien, je te cède la parole. Oui. Bonjour tout le monde.
Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi la CDC, je vais juste faire un petit topo rapide en disant tout simplement que la CDC, c'est un regroupement des organismes communautaires autonomes et entreprises d'économie sociale de la MRC de l'Assomption, pour les organismes qui desservent la population de la MRC de l'Assomption. Et puis, c'est ça, là, dans la dernière semaine, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de gestion de crise, du soutien à la population, puis plusieurs discussions tournaient autour du déconfinement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu plusieurs guides qui ont commencé à sortir à cet effet. Mais un point commun de tous ces guides-là, c'est que ça reste des guides de réflexion. Il fallait quand même prendre le temps de taper son propre guide. Donc, l'outil, dans la dernière semaine que j'ai tenté de développer, c'était pour vous faciliter la job. Là, je dis vous parce que l'outil était d'abord adressé aux membres de la CDC, mais on le partage, fait que c'est n'importe qui, si vous le souhaitez l'utiliser, je l'ai envoyé à Hugo hier, fait qu'il pourra le faire suivre aux membres de la Troquelle. Puis grosso modo, c'est ça, c'est que oui, c'est un document de réflexion, mais l'objectif, c'est que c'est un document Word que vous pouvez reprendre puis juste adapter. Fait que vous n'avez pas à tout vous retaper le contenu. Il y a déjà une base qui est présente. L'enjeu étant, c'est sûr, vous avez tous des secteurs d'activité différents, des missions très différentes d'une organisation à l'autre. Donc, le défi de bâtir un outil comme ça a été de rester global pour que vous puissiez, après ça, l'adapter à votre réalité. Comme vous allez le voir quand vous le recevrez, il est bâti vraiment aussi comme un outil de réflexion. Donc, il y a des sections en gras et en italique qui sont pour vous aider à réfléchir ou vous référer vers des sources que là, vous pouvez prendre le temps de lire puis adapter à votre réalité. Puis ces sections-là, en gras et en italique, en fait, il faut les effacer du document que vous pourrez, après ça, déposer à votre conseil d'administration. Grosso modo, il est bâti en 4 sections. Il y a l'introduction qui présente globalement le document et qui explique d'où viennent les références. Les références sont pratiquement juste québécoises. Donc, on va parler de la CNESST, l'INSPQ et le gouvernement du Québec. Ah, merci. Donc, vous avez, Hugo vient de le partager. Donc, comme là, la première page entièrement devrait être effacée, c'est juste pour vous expliquer comment utiliser le guide. Puis après ça, il y a des sections en jaune où c'est des endroits où vous devez l'adapter. Donc, vous mettez le nom de votre organisme ou des choses comme ça. C'est ça, les 4 sections. L'introduction. Ensuite, les lignes directrices globales. Et donc, santé et sécurité. On parle aussi du télétravail. Donc, beaucoup d'organisations n'avaient pas de politique de télétravail. Donc, je suis tenté de vous guider là-dedans puis vous mettre le plus possible des outils parce que encore aujourd'hui, le télétravail n'est pas normé dans la loi des normes du travail. Donc, les responsabilités de l'employeur face au télétravail, pour l'instant, reposent sur des enjeux de jurisprudence. Donc, oui, il y a des lignes guides, il y en a plusieurs guides à cet effet aussi, mais c'est pas officiellement encore dans la loi des normes du travail. C'est quelque chose qui se travaille, on s'entend très rapidement ces temps-ci. Donc, comme je dis là, ça ressemble à beaucoup de guides de réflexion que vous pouvez avoir accès. Le modèle est bâti aussi beaucoup à partir de l'ordre des CRHA, donc l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le guide était super intéressant, mais encore là, c'était pas un texte qu'on pouvait reprendre tel quel, tandis que là, c'est ce que j'ai essayé de produire. Vous avez beaucoup des liens Internet, des ressources, des références, puis l'objectif, c'est que vous preniez le temps de vraiment faire la réflexion
par rapport à votre organisme. Cet élément-là qui est nommé, est-ce qu'il s'applique chez vous ou non? Donc, il y a ça. La troisième partie, c'est les cas particuliers. Donc, au-delà des lignes directrices globales, c'est quand il y a des cas particuliers. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les symptômes ou la COVID-19, il faut décontaminer les lieux, comment on peut procéder, où est-ce qu'on va chercher les informations, s'il y a des cas particuliers avec la CNESST, l'isolement volontaire et le refus de travail. Il y a des enjeux encore là-dessus, même encore cette semaine, on en a parlé dans les médias. Je vous ai fait des liens Radio-Canada et Le Devoir. Prenez le temps d'aller regarder ça parce que c'est un enjeu important au niveau du refus de travail qui n'est pas encore assis. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est encore en mouvance. Fait que le texte qui est là, c'est ça, le document, il n'est pas parfait parce que les choses changent tellement rapidement qu'il y a des affaires là-dedans qui seront passées date demain matin. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que différentes directives gouvernementales vont changer ou être ajoutées. Puis la dernière partie, ben, c'est pour vous aider un petit peu à préparer votre plan de relance. Donc, c'est des réflexions, des idées, des façons de faire. La méthodologie, c'est une méthodologie que je vous propose. Il y en a d'autres façons de faire pour préparer votre plan de relance. Mais c'est vraiment juste un modèle puis une idée, puis essayer de vous pister sur des choses à réfléchir avant d'adopter un plan de relance trop rapidement. Parce que là, on a un double enjeu de préparer la relance, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Puis pour d'autres organismes, il faut faire le plan de relance le plus rapidement possible parce que on a des membres qui ont des besoins puis qu'il faut être capable d'y répondre. Donc, tu sais, il y a comme c'est à vous autres à voir selon votre mission, selon votre organisation. Mais c'est vraiment un outil de réflexion. Puis là, c'est sûr, la mise en page aussi est moyenne, je vais dire comme ça, mais l'objectif, c'est que vous effaciez des éléments et que vous puissiez en rajouter. Donc, il y a juste un petit travail de mise en page à faire par la suite. Mais grosso modo, c'était ça le but du document. Je répète que mon objectif, c'était d'épauler les organismes, de vous outiller le plus facilement possible pour que vous puissiez consacrer plus d'énergie sur votre mission que sur un document comme ça. Donc, c'est vraiment un outil pour vous soutenir là-dedans. C'est tout. Merci. La seule chose que je vous dirais, c'est une petite demande que je vous fais. On le partage, c'est pas de problème. Outillez-vous avec ça. Mais si jamais vous utilisez le document au sein de votre organisation, tout ce que je vous demande, c'est un petit courriel de remerciement. Ça va me permettre de voir l'impact qu'on a eu avec ce document-là. Je conserverai pas votre adresse courriel pour l'ajouter sur une liste d'envoi. Puis tout ça, c'est vraiment juste un petit message, une petite reconnaissance, comme quoi l'outil vous a été utile. Ça serait très apprécié. C'est tout. Merci. Un super gros merci, Sébastien, pour l'outil que tu as développé. Puis, dans le fond, ce que je disais à Sébastien, c'est là la force du réseau communautaire, dans le sens que pendant que la Troquelle est encore à gérer les questions initiales de fonds d'urgence puis de reddition de comptes, ben c'est le fun d'avoir la CDC qui, elle, est en train de travailler. Ben Sébastien et la CDC qui travaillaient sur cet outil-là. Puis merci beaucoup de nous le partager aussi au-delà des membres de la CDC. C'est super apprécié. Je l'ai écrit dans le chat, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on va vous le faire parvenir dans votre courriel quotidien que vous allez pouvoir découvrir soit ce soir tard ou demain matin. Donc, vous allez avoir cette information-là. Puis, les autres informations aussi qu'on va présenter aujourd'hui pendant le webinaire vont être toutes dans le courriel qu'on va vous envoyer. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir les références. Oui, Sébastien. Me permettre de répondre à Nathalie dans la conversation qui pose la question si le document comporte des questions sur la couverture d'assurance. Oui, il y a une section là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, il y a tellement de compagnies d'assurance différentes que le texte est global, mais c'est à vous à vérifier avec votre propre compagnie d'assurance ce qui est possible ou pas. Excuse-moi, je voulais juste répondre. C'est bien correct. Ouais. J'avais fait un petit oui rapide, mais tu as tout à fait raison. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous ce matin.
Puis, parfait, je vais céder la parole à Maya. Oui, donc, merci beaucoup, Sébastien. Je pense que ça va être complémentaire aussi ce qui va suivre là, par la suite dans la présentation. Donc, évidemment, c'est ça, comme on le dit, le confinement, là, on entend beaucoup parler, puis le déconfinement, en fait, puis ça se travaille à plusieurs niveaux. Comme Hugo vous disait, c'est sûr que, bon, régionalement, on entend beaucoup de préoccupations. On a eu un peu moins de temps là, pour s'y pencher de manière très concrète. Je crois qu'en préparant la rencontre d'aujourd'hui, on l'a fait davantage. Mais on voulait vous tenir au courant un peu des démarches qu'il y a au national. Ça, c'est Hugo qui va vous en parler parce qu'il y a des démarches en lien avec le déconfinement. Moi, je vais vous parler un petit peu du régional, puis après ça, je vais vous présenter un PowerPoint avec quelques informations justement complémentaires à ce que Sébastien a apporté tout à l'heure. Et pour les derniers 15 minutes, ça va être le directeur de la santé publique qui va être avec nous. Donc, ça va être pour la suite des choses. Donc, Hugo, je te laisse aller avec qu'est-ce qui se passe au national. Oui, en plein ça. En fait, au niveau de la coalition des trucks en ce moment, il y a un comité de travail de plusieurs régions qui sont justement à réfléchir sur la question du déconfinement. Ce sera complémentaire. Il va y avoir de plus en plus d'outils qui vont circuler sur cette question-là. C'est sûr qu'au niveau de la coalition des trucks, ça a été pris de façon très globale, très généraliste pour les organismes pour faire vraiment le point sur les enjeux les plus brûlants. Sébastien en a touché quand même beaucoup avec l'outil. Il y a d'autres aspects, entre autres, qui vont suivre la question des AGA aussi. Qu'est-ce que ça veut dire si on reporte aussi? Il n'y a pas d'assemblée générale annuelle. À date, on vous a fait parvenir le guide de reddition de compte que la CITROC a fait, mais on va aller un petit peu plus dans le concret là, au niveau de qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si je n'ai pas d'élection pour mon conseil d'administration. On va vraiment aller un petit peu plus dans le détail à ce niveau-là. Donc, cet outil devrait sortir en début de semaine prochaine pour vous aider dans vos réflexions. Aussi, avec la CITROC, on a commencé à en parler, mais qui dit déconfinement dit un retour à la non-normalité. Mais il y a un enjeu qui préoccupe beaucoup la CITROC, c'est toute la question de l'autofinancement, des fonds autonomes, des bingos, de toute cette question-là qui n'a pas eu lieu ce printemps. On a de plus en plus d'organismes qui nous disent « Moi, à partir de novembre ou décembre, j'ai plus d'argent. Là. Donc, qu'est-ce que je vais faire de janvier à mars s'il faut que j'attende mon prochain versement de PSOC pour y arriver parce que ma marge de crédit va être pleine, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Donc là, évidemment, la question de l'autofinancement, on n'a jamais chiffré ça au niveau du mouvement communautaire. On a chiffré les besoins au niveau du PSOC, mais là, on a comme besoin de se donner un argumentaire pour maintenir les travaux, pas maintenir, mais continuer les travaux avec le ministère. Donc, dans les prochains jours, la Troquelle va vous envoyer, et là, vous allez tellement être content et contente, un nouveau questionnaire à remplir. Je le sais que vous n'en avez pas assez à remplir ces temps-ci, mais sachez qu'on va vous le mettre là, avec de la couleur et tout le kit pour vous le rendre le plus sympathique possible, mais ça va être important de nous donner les informations. Tu sais, par exemple, on va avoir besoin d'estimer c'est quoi cette perte-là d'autofinancement. Et pourquoi on va vous demander ça? Bien, c'est pour nous donner un argumentaire après ça sur les fonds. Parce que une autre inquiétude qu'on entend au niveau aussi des préoccupations des organismes, entre autres au PSOC, entre autres dans les organismes familles, il y avait des rehaussements qui étaient prévus dans le budget en mars. Mais de ce qu'on comprend de plus en plus, c'est qu'il va en avoir, ils appellent ça une mise à jour économique en juin. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être un nouveau budget qui va être déposé. C'est peut-être le moment d'avoir plus que ce qu'il y avait en mars. Et justement, à cause de la tempête de la COVID. Donc, cet outil-là qu'on va vous faire parvenir, le beau questionnaire, c'est sûr qu'il va être pratique pour continuer ces représentations politiques-là. Puis, on sait que sur la question d'argent, il va falloir sortir. On ne pourra pas juste faire ce travail-là avec les fonctionnaires. Donc, plus vous allez nous répondre à ce questionnaire-là, plus vous allez nous donner les outils pour vous représenter. Donc, ça, c'est un autre élément. Il y a la Table nationale des corporations de développement communautaire, la TNCDC, qui travaille aussi un outil. CITROC TN, on travaille ensemble justement pour avoir une certaine cohérence, mais en même temps garder nos couleurs. Donc, c'est un outil qu'on va vous faire parvenir aussi sur le déconfinement. Et je termine avec le Réseau québécois de l'action communautaire autonome,
qui est le regroupement des regroupements, celui que vous voyez peut-être un petit peu moins des fois sur le terrain. Mais le Réseau québécois est en train de mettre en place un observatoire sur justement l'impact de la COVID-19 sur les organismes, entre autres en lien avec le plan d'action gouvernemental en action communautaire. À l'automne dernier, si vous vous souvenez, là, je le sais que ça fait loin avec la COVID, on a l'impression que ça fait des années quasiment l'automne, on avait rempli le questionnaire du plan d'action gouvernemental en action communautaire qui sera toujours lancé au printemps 2021. Mais là, on n'arrête pas de se faire dire par nos politiciens à quel point on est indispensable, prioritaire, essentiel. Il y en a beaucoup de qualificatifs là, autour du communautaire, mais sans la reconnaissance et sans le financement qui viennent avec tous ces adjectifs-là. Donc, c'est sûr qu'avec le RQAK, ben, on va documenter toute la question de l'impact de la COVID, toute la question du sous-financement, encore une fois. Donc, on a vraiment beaucoup de travaux nationaux qui pointent là, sur le fait de tous les aspects. Puis, évidemment, le déconfinement est un des enjeux à travers tous ceux-là qu'on est en train de porter. Donc, voilà. Puis, je sais qu'il y a des questions sur le chat. Pendant que Maya va prendre la relève, je vais pouvoir aller répondre à ces questions-là. Mais en gros, là, sachez qu'au niveau des regroupements nationaux, là, il y a beaucoup de travail qui se fait toujours en lien avec le déconfinement. Puis, aussi pour la CETROC, on a toujours nos rencontres le mercredi avec le ministère de la Santé. C'est à chaque semaine. Donc, on va continuer tout le travail de représentation qu'on a fait depuis le début parce que, comme vous avez vu, c'est long à avoir des résultats. Donc, il ne faut pas les lâcher d'une semelle. Donc, Hugo vous a parlé du national. Au niveau régional, les préoccupations sont là par rapport au déconfinement au niveau de plusieurs partenaires régionaux. Moi, je suis sur le comité de réflexion stratégique en lien avec le PAGIEPS qui a été élargi là, dans la situation de la COVID, donc où il y a vraiment plusieurs acteurs au niveau régional. Et c'est par ce comité-là, le fameux sondage que vous avez reçu hier par courriel et qu'on vous a mis aussi en lien dans notre courriel du jour. Victor, maman travaille. D'accord, go. Excusez-moi. Ça, c'est notre joie de télétravail. Oui, tu peux en faire. Vas-y, maman travaille. Go. Excusez-moi. Donc, non. Oui, allez, go. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Bon, excusez. Bon, je l'ai gagné. Donc, excusez-moi, je gérais ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Le sondage. Donc, le sondage qui est aux 2 semaines, cette semaine portait davantage sur le déconfinement et va vraiment permettre justement aux différents acteurs là, de tenir compte de vos réalités, de vos besoins et de voir régionalement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour soutenir les organismes. Donc, je vous encourage fortement à y répondre. On a déjà, je pense, 75 groupes qui ont répondu, donc on est content, mais plus on est répondant, plus ça nous aide. Donc, gênez-vous pas à ce niveau-là. Donc, je vais y aller avec une présentation. Je vais vous partager un document. Je vais juste aller l'ouvrir. Ici. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Ouais, super. Donc, c'est complémentaire, comme je disais, à ce que Sébastien a fait. J'ai fait un petit PowerPoint pour parler du déconfinement et l'action communautaire autonome. Donc, il y a sans doute des éléments, Sébastien, que tu as pris là-dedans, des liens que je vais vous montrer, mais je trouvais quand même intéressant de vous amener certaines informations. Le PowerPoint, il va vous être envoyé aussi par courriel. Il y a plusieurs liens aussi vers différents sites Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre trop de notes. Ça va suivre par la suite. Donc, quand on parle de déconfinement, bien évidemment, c'est une situation qui est en constante évolution. Comme on le disait tout à l'heure, on a beau vous donner de l'information. Demain, ça peut être différent. Il y a plein de mesures qui changent. Donc, il faut vraiment être dans une période de... on le sait, on s'adapte à tous les jours, mais par rapport au déconfinement, c'est aussi la réalité. Quand on parle de déconfinement, on doit penser à plein de choses. La sécurité des travailleurs, travailleuses, des bénévoles, la sécurité des membres, des participants, des usagers, de la population. On doit penser à la réorganisation physique des lieux aussi, hein, souvent de travail.
On doit repenser les activités autrement. Vous êtes plusieurs à le dire, à vous inquiéter de dire, ben oui, mais comment on va faire? Nous, c'est du contact 1-1 très proche, où nous, on reçoit des groupes des déjeuners communautaires ou plein de groupes pour des ateliers à plusieurs personnes. Donc, il faut repenser nos activités. Il y a toute la question de la gestion des ressources humaines aussi et de son organisation. Oui, ça va changer des choses au niveau de la gestion. Il y aura beaucoup d'éléments à réévaluer. Penser aux prévisions budgétaires dans l'incertitude actuelle aussi, c'est un défi. Réfléchir aux possibilités de confinement, déconfinement. Est-ce qu'on va vivre des périodes où, OK, on déconfine, puis d'autres périodes où il faudra se reconfiner? Donc, ça fait partie des réflexions. Et aussi redéfinir ou refaire nos liens avec les partenaires. Parce qu'on a des organismes qui nous disent, ben moi, j'ai des liens avec l'école ou avec la municipalité qui ont, eux, leurs propres règles, leurs propres normes aussi. Donc, ça vient créer des fois des difficultés de collaboration. Donc, il y a une redéfinition un peu des partenariats qui doit être réfléchie ou qui va devoir se faire. Et quand on regarde la flèche bleue, bien, en même temps, c'est ça, toutes ces réflexions-là doivent tenir compte de plein de facteurs, qu'il y a des recommandations gouvernementales de la santé publique, les normes au niveau de la CNESST, la loi sur la santé et la sécurité au travail, entre autres l'article 51, et je dirais aussi les fondements de notre action communautaire autonome. Hein. C'est un tout, oui, on pense beaucoup aux aspects légaux, puis c'est important, on n'a pas le choix, il y a plein de normes à respecter, mais on est aussi d'abord et avant tout des organismes communautaires autonomes. Hugo, je ne vois pas le chat, fait que si jamais il y a des questions ou des interrogations, tu me diras. Oui. OK, merci. Donc, des confinements, c'est une transition qui se fait par étapes. Et surtout, ça ne veut pas dire revenir comme avant. C'est pas vrai que demain matin, tout va redevenir comme avant. On aimerait ça, on le souhaiterait, mais on est conscient que ce n'est pas le cas. Donc, il faut réfléchir aux différentes étapes. L'outil que Sébastien nous a proposé est l'outil idéal justement pour ça. Des réflexions qui doivent se faire aussi avec les conseils d'administration. Je dirais que les équipes de travail aussi, ça peut être intéressant d'impliquer dans tout ce processus-là parce que c'est des changements pour tout le monde. Il faut accepter aussi que la planification évolue selon les normes de santé publique et plein d'autres choses qui peuvent influencer. Accepter d'y aller un pas à la fois progressivement dans la réouverture des différents services et activités, c'est des choix que vous aurez sans doute à faire. Hein, on ne pourra pas tout repartir en même temps ou on ne pourra peut-être pas tout repartir non plus. Et la décision de rouvrir ou non une activité ou un service vous revient aussi également. Ça fait partie vraiment de vos réflexions, de votre autonomie et c'est pourquoi dans la prochaine fiche, j'ai mis revenir aux bases de l'action communautaire autonome. Quand vous vous posez des questions, là, de dire on fait quoi par rapport à notre vie associative et démocratique, comment on fait de la transformation sociale des pratiques citoyennes, comment se redéfinit un peu l'enracinement dans notre communauté, comment vous faites la prévention, ramenez-vous aux différents fondements de l'action communautaire autonome parce que vous le faites de manière différente actuellement. Et je crois que dans le déconfinement, justement, ça va être un mix de avant comment on le faisait, maintenant comment on le fait, puis vers où on veut aller. Et ne jamais oublier aussi qu'en tant qu'organisme communautaire autonome, vous êtes libre de déterminer vos façons de faire, vos approches, vos pratiques. Ça, on le nomme souvent, mais là, je pense que c'est plus concret et pertinent que jamais parce qu'évidemment, les pratiques vont évoluer, vos façons de faire aussi, et vous avez cette liberté-là de les déterminer. Donc, prenez le temps aussi d'y réfléchir et aussi la capacité à déterminer des nouveaux besoins. Si vous avez votre mission, évidemment, vous vous ramenez toujours à votre mission, mais le contexte actuel amène de nouveaux besoins. On voit qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont ajustés à ces besoins-là et c'est tout à fait justifiable et explicable aussi dans votre future reddition de compte. C'est sûr que la reddition de compte de l'année prochaine, au niveau de votre rapport d'activité, va être teintée par tout ça. Donc, l'important, c'est de respecter sa mission, mais de s'adapter aussi à tout ce que vous pouvez constater de différent sur le terrain. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu envie de vous rappeler l'existence de quelques outils qui sont super importants. Encore là, Sébastien, tu as fait un super travail qui mène vers ces outils-là. Mais je trouvais ça important de se rappeler le site Internet du CIS de la Naudière. Quand vous avez l'image que j'ai mise, c'est quand vous arrivez sur le site, c'est ce que vous voyez. Et vous avez la section partenaires. Quand vous cliquez sur partenaires, vous avez la section des groupes communautaires. Donc, toute l'information qui peut toucher les organismes communautaires, vous la trouvez
sur cette page-là au niveau régional. Je pense que c'est une bonne référence à avoir dans vos favoris. Et j'ai mis quelques exemples. En fait, j'ai mis l'image de ce qu'on y trouve. Entre autres, vous avez informations supplémentaires pour les organismes. Vous avez les jardins communautaires qui sont sortis dernièrement, ceux qui ont des jardins communautaires, toutes les normes, les avis qui ont été mis en place pour pouvoir les partir. Il y a aussi des avis concernant les services, la distribution alimentaire, les popotes roulantes, des normes au niveau des ressources d'hébergement. Il devrait y en avoir d'autres qui vont se rajouter aussi au fil du temps là, avec la santé publique, entre autres, sur différentes normes. Donc, c'est un site qui est mis constamment à jour, donc je vous encourage vraiment à le consulter. Donc, tout ce qui touche les organismes communautaires se retrouve vraiment sur le site du CIS. Je vous ai mis juste un exemple. Là. Ici, c'était l'avis au niveau des jardins communautaires. C'est sous forme de fiches vraiment accessibles. Donc, c'était juste pour vous montrer là, un peu le modèle de ce qui était mis sur le site. Et un autre site, je pense à avoir dans vos favoris, c'est celui de la CNESST, où il y a une foule d'informations et qui est quand même accessible, je trouve. J'ai joué beaucoup dedans depuis 2 jours. Et il y a même une trousse COVID, en fait, une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones, sur vos tablettes. Je trouvais ça drôle au début, mais en même temps, ça peut être super utile. Donc, qu'est-ce que contient la trousse COVID? Bien, il y a le guide générique de prévention, il y a des aides-mémoires interactifs, il y a des affiches sur les mesures de prévention, mais aussi toute une section questions-réponses. Tu sais, souvent, un employé peut poser une question, puis là, on ne sait pas trop et tout ça. Donc, il y a quand même une bonne section questions-réponses qui est intéressante. Donc, je trouvais que c'était une trousse, une application qui était sympathique à avoir ces temps-ci quand les normes changent rapidement. Donc, on peut s'y référer. La référence là, est sur la fiche. De toute façon, quand on va vous l'envoyer, vous pourrez cliquer sur les liens. Donc, voilà pour la trousse COVID-19. Et toujours sur le même site, je vous ai mis la page d'accueil quand on arrive sur le site de la CNESST. Donc, vous avez le guide des normes sanitaires en milieu de travail, mais vous avez aussi plein d'aides-mémoires qui sont vraiment faites d'une façon assez simple. Donc, par exemple, pour la réouverture du milieu de travail, à quoi il faut penser, la distanciation physique en milieu de travail, ça rejoint aussi beaucoup d'outils à Sébastien, mais vous pouvez le trouver aussi sur le site. Pour vous donner un exemple d'aide-mémoire, par exemple, pour la réouverture du milieu de travail, c'est vraiment des listes à cocher, là. Donc, des mesures de prévention contre le risque de la COVID ainsi que des procédures de reprise au travail ont été mises en place. Donc, tu sais, il y a des questions comme celle-là auxquelles on peut répondre pour s'assurer justement de respecter les différentes normes. Et ça, vous l'avez pour différents là, secteurs d'activité. Vous avez toujours la référence à côté. Quand on parle de déconfinement, bien, il y a aussi des obligations légales. T'sais, on en a tous là, en tant qu'organisme, de toute façon, en temps normal, mais on est dans le roulis du quotidien. Mais là, ça nous revient un peu en plein visage, les normes, les obligations légales, dans une situation où il y a plein de questionnements sur des travailleurs, des travailleuses, des employeurs. Qu'est-ce que c'est votre rôle, vos obligations? Donc, on se raccroche à ce moment-là à la loi. Évidemment, au niveau de l'employeur, il y a l'obligation de protéger la santé, d'assurer la sécurité et l'intégrité physique. C'est toujours là, mais en temps de COVID-19, ça prend encore tout son sens. Donc, oui, il faut mettre des méthodes d'identification, de correction, de contrôle de risque. Les employés doivent être informés aussi, justement, doivent informer leurs travailleurs, travailleuses des risques, de qu'est-ce qui a été mis en place pour les protéger à ce niveau-là. Et il doit assurer de la formation, de la supervision, de l'entraînement approprié pour que tout le monde puisse bien connaître les règles. Pourquoi j'insiste sur les obligations légales? Parce que j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là de la part des organismes, autant des travailleurs, travailleuses que des directions, coordination. Donc ça, je vous invite quand même à prendre connaissance de l'article 51, là, la loi sur la santé, à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de... Je vous ai mis un lien, je pense que c'est sur l'autre. Bon, je vais vous parler de travailleurs-travailleuses, là. Travailleurs-travailleuses ont aussi des obligations, évidemment, de respecter les règles et les mesures d'application de la COVID-19. Ils doivent participer à l'identification, à l'élimination des risques. Mais là, les questions qui surviennent beaucoup, c'est en lien avec... Oups, je pense que j'en ai... Oh, et puis là.
pense que j'en ai supprimé une que je ne voulais pas, mais c'était toute la question du droit de refus que Sébastien parlait un peu aussi tout à l'heure. J'essaie de voir si j'ai ma fiche ici. Non, c'est pas grave. Donc, au niveau du droit de refus, il y a beaucoup la question d'un employé qui dit moi, je ne veux pas retourner travailler parce que j'ai peur d'attraper la COVID, par exemple. Est-ce qu'il y a le droit de dire ça? Là, il y a une zone, quand on regarde sur le site de la CNSST, il y a vraiment, puis sur le site au niveau de la loi sur la santé et le travail, il y a une section questions-réponses. Et ce qu'on nous dit, c'est que pour cette simple raison-là, l'employé ne peut pas dire non, je ne reviendrai pas travailler, à moins qu'il démontre justement là, qu'il peut avoir des atteintes à sa santé. Puis là, il y a tout un processus qui se met en place. S'il n'y a pas d'entente entre l'employeur et l'employé, il y a toujours moyen d'aller au niveau de la CNSST pour justement avoir un règlement. Mais on s'entend que c'est une zone, là, il y a beaucoup, il faut s'informer. Il manque une diapo, là, je vais la rajouter dans celui qu'on va vous envoyer par courriel parce que je mettais des liens vraiment plus spécifiques vers des sections questions-réponses à ce niveau-là. Ensuite, donc, quand on parle de déconfinement, bien, ça se planifie. Évidemment, il y a différentes étapes. Donc, vous informer sur vos obligations légales, recueillir les informations en lien avec votre réalité aussi. Ce que je veux dire par là, il y a des secteurs comme au niveau des organismes familles. Donc, la FQOCF, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, a sorti un guide sur le déconfinement. C'est quand même 27 pages. Il est très bien fait aussi. Il y a beaucoup d'informations. Donc, renseignez-vous au niveau de vos secteurs aussi. Est-ce qu'il y a des guides qui sont travaillés? Ou vous pouvez vous inspirer de ceux des autres aussi parce qu'ils sont très bien faits. On vous le mettra aussi en lien dans le courriel qu'on va vous envoyer. Réfléchir avec votre équipe de travail, je le disais tout à l'heure, mais c'est important dans le plan de déconfinement d'intégrer tout le monde, même des fois les bénévoles qui sont impliqués, donc de les impliquer dans différentes phases du processus, parce qu'on ne se le cachera pas, là, revenir au travail après le déconfinement, ça peut être un choc aussi à certains niveaux avec tous les changements que ça va apporter. Donc, plus on intègre les gens dans les processus de réflexion, mieux la transition se fera par la suite avec le retour au travail. Parce que ça peut vouloir dire pendant un certain temps qu'il y en a qui seront en télétravail, d'autres seront au bureau, des horaires alternés de travail. Ça peut être ça aussi, selon aussi la disposition de vos bureaux par rapport aux normes de distanciation sociale. Donc, il y a plein de choses à penser. Donc, impliquez aussi les réflexions dans les réflexions de vos équipes. Ensuite, rédiger un plan de déconfinement, puis accepter la part d'inconnu. Ça, je pense qu'on n'a pas le choix. On a beau en écrire un, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain non plus. Mais il faut quand même le réfléchir, le prévoir, l'avoir en temps. Donc, moi, c'était mon petit bout de présentation pour essayer de vous montrer qu'est-ce qui existe déjà, les différentes étapes, se refonder aussi sur l'action communautaire autonome quand on a des doutes ou des questionnements, de revenir à cette base-là. Je crois que ça peut beaucoup aider dans vos réflexions. Voilà. Hugo, est-ce qu'il y avait des questions particulières ou... Je ne t'entends pas, Hugo, par exemple. Merci, Maya. Deuxième chose qu'on entend le plus dans le Zoom, c'est ouvre ton micro. En fait, c'était surtout des commentaires en lien avec ce que tu amenais comme information. Okay. Il y a Nathalie de la TCRA-PHL, entre autres, qui rappelait que dans certains types de services, la réouverture va signifier d'abord et avant tout de répondre aux besoins de nos membres. Oui. Ce qui veut dire que ça va peut-être ça va nous faire mettre sur la glace certaines soit ententes avec le CIS ou d'autres priorités pour se concentrer sur nos membres. Puis à ce niveau-là, on est complètement autonome. Il y a Julie Thériault qui rappelait que les organisateurs, organisatrices communautaires sont là aussi pour aider les groupes dans les réflexions sur les plans de déconfinement. Donc, voilà. Puis, oui. Je vous inviterais, là, si vous avez des outils qui viennent de vos regroupements, nous, on ne les voit pas toujours tous passer, mais si vous développez des outils ou si vous en avez reçus, faites-nous-les parvenir par courriel à la Troquelle, puis on pourra aussi peut-être les retransmettre ou s'assurer qu'on ne dédouble pas non plus le travail parce que c'est déjà quand même pas simple tout le temps. Donc, si on peut s'outiller entre nous, je vous dirais, là, envoyez-nous l'information, puis on va s'assurer, nous, de l'avoir et de partager qu'est-ce qui peut être pertinent pour l'ensemble des organismes, là, surtout dans ce contexte-là.
Puis, Nathalie rappelait aussi que les organismes, entre autres en service direct, qui se sont déjà réadaptés depuis le début de la COVID-19, sont des bons profs, hein, pour Oui. ceux qui vont se déconfiner parce qu'ils ont déjà fait des essais-erreurs, ils ont déjà développé des pratiques. Donc, ça aussi, ça va amener, dans le fond, du contenu de plus dans les réflexions. Tout à fait. Il y a Valérie Chrétien qui a une question. Oui. Démuter ton micro. Yes. Moi, j'ai une question par rapport à l'ouverture des écoles. Hier, ils se sont rendus compte que l'Épiphanie ne faisait pas partie de la CMM, qu'il y aurait eu confusion entre le ministre et la commission scolaire, ce qui fait qu'il y a eu une rencontre d'urgence et l'école ouvre mardi. Moi, j'avais un souci d'être présente là, à la fin des classes pour pouvoir gérer les élèves qui s'en retournent à pied, puis aussi pouvoir être là pour les jeunes. Je sais qu'on n'a pas le droit de rassemblement. Je suis un peu dans l'urgence, là, parce qu'on va se le dire, il va faire beau, puis là, les jeunes vont avoir le goût de chiller dehors. À la base, je voulais commander un chapiteau pour pouvoir maintenir la distanciation par rapport à la tente, puis être présente, mais surtout affichée là, pour que la population comprenne que c'est la maison des jeunes, que c'est pas genre monsieur, madame, tout le monde qui parle aux jeunes en rue. Mais là, je comprends qu'avec les rassemblements, c'est pas super possible, mais il y a du moyen, mon Dieu, d'être là, parce que là, on peut pas rien faire, mais en même temps, je me dis, il faudrait faire de quoi, il y a du monde encore ouvert, on fait des rencontres sur Messenger, on parle aux jeunes, mais comment on peut faire pour être présent, t'sais? C'est exactement le genre de questions auxquelles on est confronté, hein, depuis les 2 dernières semaines. Puis c'est là où c'est difficile parce qu'il y a cette volonté-là d'être présent sur le terrain avec le monde, tout en respectant les mesures de distanciation sociale, tout en limitant les rassemblements qui n'ont pas le droit. Puis pour avoir entendu d'autres groupements, entre autres le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse, il y a des intervenants qui se sont fait donner la contravention, des travailleurs de rue, entre autres, qui se sont fait donner le 1 000 $ de contravention parce qu'ils ne respectaient pas la distanciation physique. Fait que, tu sais, on est comme dans une drôle d'air, mais peut-être que si tu veux aller vers quelque chose comme ça, peut-être pas la grande tente ou le gros chapiteau où le monde peut s'agglutiner dedans, mais peut-être quelque chose d'un peu réfléchi autrement, de présence, puis peut-être de mettre dans le coup le monde autour de toi, ne serait-ce que le service de police, ne serait-ce que peut-être de tenter de faire quelque chose plus rassembleur de communauté, de dire on est tous là, mais au moins que ça ne fasse pas des affaires comme ce que d'autres ont vécu au niveau du travail de rue et compagnie. Fait que, je te dirais, il n'y a pas de recette miracle là, dans ta réponse. Pas ta réponse, mais ta question, elle est super d'actualité, mais on a peu de réponses à ces questions-là. Mais si on trouve un moyen qui respecte les règles, est-ce que c'est possible? Ben, un à un. En ce moment, la réponse, c'est ça. C'est de suivre les normes de santé publique, l'évolution, les changements. Il faut suivre tout ça. Donc, c'est d'essayer de réfléchir à des solutions. Peut-être qu'il y aura un peu plus de souplesse dans les prochaines semaines, mais il faut toujours se ramener aux normes de la santé publique. À ce niveau-là, on n'a pas le choix. Ça fait partie d'eux. On aimerait ça te répondre plus clairement. Oui, on aimerait ça, mais on peut pas. On n'a pas d'autres réponses. Nous aussi, on est là-dedans. Puis justement, il nous reste peut-être un petit 12 minutes là, avant le dernier bloc là, de 15 minutes avec nos invités. On avait 3 petites questions, hein, Hugo? Oui. On en avait 2 que vous pourrez cocher, puis évidemment mettre quel appel son OC. Oui, effectivement, Valérie, tu peux appeler ton organisatrice communautaire. Donc, on a des petites questions que vous allez pouvoir cocher à choix multiples. Et vous pouvez toujours utiliser le chat également là, pour nous passer vos commentaires. Comme disait Hugo, nous, on peut enregistrer le chat après puis bien suivre là, pour voir ce que vous allez nous indiquer. Donc, je vais lancer la première question. Donc,
ce qu'on voudrait savoir, c'est avez-vous commencé à travailler sur un plan de déconfinement pour votre organisme? Dans les réponses, nous sommes ouverts depuis le début de la pandémie, donc peut-être que vous n'avez pas de plan de déconfinement parce que vous êtes en action, vous êtes en train d'y travailler. Non, on voudrait bien, mais on ne sait pas par où commencer. Puis non, et nous n'y avons pas encore pensé. Donc, juste pour nous donner un petit portrait des participantes présents aujourd'hui. Donc, j'ai 75% des participantes qui ont voté. Donc, ça va pas mal. Je vais vous présenter les résultats. Donc, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on vivait dans les dernières semaines, dans le sens que le non, et on n'y a pas encore pensé, soit que les gens ne sont pas avec nous, ou on sent là, qu'il y a cette pression-là que vous recevez compte tenu des directives qui sont annoncées pendant les conférences de presse. On a quand même 44 là, si on fait l'addition de non, mais c'est prévu, puis on voudrait bien, mais on ne sait pas par où commencer. Fait que je pense que l'outil de Sébastien, la rencontre d'aujourd'hui peut être un bon point de départ pour vous aider là, à vous lancer dans cette démarche-là. On a quand même 45 qui sont déjà en train d'y travailler. Puis on a des gens qui sont en service direct, donc qui ont déjà eu à repenser là, dans l'action, justement, leur façon de faire. Là. OK, on va vous lancer l'autre question. C'est parti. En ce moment, quel est votre plus grand besoin par rapport au déconfinement? Donc, est-ce que c'est ressources financières supplémentaires pour adapter vos locaux et tout ce que ça veut dire? L'annonce de mesures claires de la part du gouvernement, un soutien pour la rédaction d'un plan de déconfinement ou des idées et soutiens pour stimuler votre vie associative? Et si votre besoin n'est pas indiqué dans nos 4 choix de réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre. Je suis aucunement surpris des résultats. Je vous présente ça. C'est ce qu'on revendique depuis déjà 3 semaines auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, soit l'annonce de mesures claires de la part du gouvernement. On le voit, 76% des gens ont ce besoin-là d'avoir des directives et non pas être dans le flou comme actuellement. La vie associative, c'est aussi une réalité. Là. On l'a mis parce qu'on l'entend beaucoup, des inquiétudes à ce niveau-là. La crainte de, tu sais, oui, on met plein de mesures en place pour garder le lien avec nos membres et tout ça, mais il y a une crainte là, au niveau de la vie associative quand tout ça va reprendre, là, comment elle va s'actualiser aussi après le déconfinement. Dans le chat, c'est indiqué on a besoin de bénévoles pour remplacer ceux qui sont encore confinés. Je vous rappelle, entre autres, sur le site du CIS, on a toujours l'appel de solidarité. Vous pouvez exprimer vos besoins de bénévoles pour tenter de faire des maillages avec les personnes qui ont manifesté, dans le fond, de la disponibilité par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service-là qui a été mis en place. Et sinon, il y a aussi le site jebénévole.ca qui, lui, est plus national. C'est sûr que moi, de mon côté, je vous recommande vraiment le service qu'on a mis en place dans la Nodière, entre autres avec le CIS, les organisateurs, organisatrices communautaires, pour tenter de répondre à ce besoin-là. Il y a aussi toute la notion des organismes qui ont de l'hébergement, qui vivent des réalités particulières aussi au niveau de l'adaptation, justement, des locaux, des chambres, des salles de bain. On le voit aussi. Pour prendre le relais. Pour prendre le relais, c'est ça. C'est toutes ces préoccupations-là qu'on sent puis qu'on voit. Puis effectivement, tu fais bien de le dire, Sylvain. Je crois que mon 6 va me pousser dans le derrière. En fait, on veut justement pas que le réseau public nous pousse
quand ils ne nous donnent pas des réponses claires, des directives claires, le financement nécessaire pour avancer dans cette question-là. Donc, l'enjeu est grand là, dans le déconfinement, ne serait-ce que pour nos membres aussi, que tu disais, Sylvain, un petit peu plus haut. Puis après ça, ben, toute la question justement des travailleurs-travailleuses qui vont se retrouver dans des lieux communs aussi. Qu'est-ce que ça veut dire après ça pour tout ce qu'on partage comme équipement, comme ça amène vraiment un gros lot de défis, là. Là, on parle du CIS, mais il y a aussi tous les autres ministères. Là. Bon, on voit Famille quand même, ben, c'est plus la fédération là, qui a mis en place des outils. Mais au niveau de l'éducation, je sais qu'au niveau du SACEI, bon, à plein de niveaux, c'est pas simple. C'est pas juste au ministère de la Santé et des Services sociaux. Là. C'est pas mal généralisé au niveau de l'ensemble des ministères, la difficulté à avoir de l'information claire par rapport justement au déconfinement, à la suite des choses. À tous les niveaux, ça demeure vraiment un défi et un enjeu. C'est pour ça que ça se travaille aussi beaucoup au national, comme Hugo l'expliquait tout à l'heure. Oui, puis ça me fait penser qu'une des... on demande déjà les directives claires, mais je pense que dès le départ, on avait souligné au ministère de la Santé puis au RQAK de ne pas mettre de pression sur les organismes, mais on n'a pas renommé cet élément-là dernièrement. Mais clairement, j'en prends note pour mercredi prochain pour rappeler l'importance de ne pas mettre de pression sur les organismes. Donc, Hugo, il nous resterait 5 minutes avant de commencer le dernier bloc. On avait une dernière question qui va être... on va vous demander d'écrire à ce moment-ci sur le chat. Ce n'est pas une question à choix multiples. Donc, on vous demandait en fait quelles sont vos attentes. Hugo vient d'écrire la question, là, mais quelles sont vos attentes par rapport à la troquelle en lien avec le déconfinement? Donc, est-ce que vous avez des attentes particulières envers la troquelle par rapport à ce thème-là? Donc, vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Donc, pousser pour des règles claires, uniformes de tous les bailleurs de fonds et partenaires, tout à fait. Le fait qu'on y répond. Ben, merci, vous êtes gentils dans vos commentaires. On essaie de s'adapter à vos demandes et à vos besoins, évidemment. Donc, avoir des outils comme ça a été fait aussi, tout à fait. Intéressant, Hélène, rappeler à tout le monde que nous sommes redevables en premier à nos membres, hein? Tout à fait. Donc, c'est important cette notion-là, effectivement. Oui, travailler avec différents bailleurs de fonds pour que les mesures disponibles pour compenser. Puis, c'est ce qu'on fait beaucoup au régional hein, avec le comité élargi dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a différentes fondations, il y a différents partenaires. On essaie d'avoir une vision d'ensemble, de voir où il y a des manques puis comment on peut y répondre là, dans le meilleur des mondes. Pendant que vous complétez ça, il y a Chloé qui avait une question. Si tu veux, il nous reste un petit 4 minutes. Chloé, si tu veux poser ta question. Oui, ben moi, dans le fond, c'est une grande inquiétude. Là. En ce moment, les ados sont vraiment les grands oubliés de tout ce qui se passe. Là. Ils ont clairement besoin, eux aussi, de soutien, de services et c'est ça. On s'occupe des enfants qui vont à la... Ben, on s'occupe. En tout cas, on pitch les enfants dans les écoles puis les garderies. Les ados, il se passe rien. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit faire à ce niveau-là. Puis au niveau des maisons de jeunes, je sais que ça nous inquiète beaucoup, justement, qu'il ne se passe rien par rapport aux ados. Là. Ils n'ont pas accès à du soutien santé mentale. Là. Ils ne vont pas appeler eux-mêmes là, dans un CIS pour avoir du soutien ou une ligne téléphonique. Là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que les trucks peuvent faire avec ça. Je sais que la RMJQ travaille déjà là-dessus, là, mais ça fait partie des inquiétudes, mais aussi ils sont déjà là, dans les parcs, ils sont déjà sortis, ils sont déjà dans les rues.
les parents ils disent non, mais ils se tiennent à 2 mètres. Bien, si vous vous promenez dans la rue, ils se tiennent pas à 2 mètres. Là. Ils sont déjà dans les skateparks, ils sont déjà partout. Nous, ça fait partie de mon mission. Moi, c'est sûr, je fais du travail de milieu aussi, là. Fait que je commence mon travail de milieu bientôt. Le directeur de la police m'a appelé pour me dire quand est-ce que tu commences, parce que je pense qu'ils sont déjà à bout, là. Ouais. Et surtout avec l'annonce en plus d'hier dans les médias qui disait peut-être que la rentrée va se faire encore à la maison pour la partie de l'automne. Restez à la maison, vos petits frères, vos petites sœurs retournent à l'école, vous autres, vous restez à la maison. On vous donne peut-être des travaux à faire, mais on n'est pas sûr encore que c'est obligatoire. Vous n'aurez pas de bal, vous n'aurez pas votre dernière journée de cette année-là. Puis on comprend, là. Mais tu sais, à un moment donné, nous, on fait des visites, on fait ce qu'on peut, mais tu sais, il faut, je comprends, là, pas de rassemblement, puis tout ça. C'est pour ça aussi ma question tantôt de, mettons qu'on fait un cercle à 2 mètres, puis tout le monde est à 2 mètres. C'est toujours pas, en tout cas, selon les normes, puis selon les discussions qu'on a eues en ce moment, c'est toujours pas possible. OK. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la clientèle. Je vais le porter, la question jeunesse, aussi au RQACA, Chloé. Merci. Justement pour que ce soit national. Puis on va le porter assurément. Tout à fait. Merci. Même au niveau régional, au niveau des différents partenaires, notre rôle à la Troquelle, au comité stratégique, c'est aussi d'amener ces points de vue-là, ces réflexions que vous amenez. On l'entend très bien, on le prend en note là aussi pour la suite des choses. Mais c'est ça, je vois le commentaire, là, c'est pas la police qui nous a dit « vous allez recommencer », ils nous disent quand est-ce que vous recommencez, quand est-ce que vous allez pouvoir, c'est quoi vos adaptations, parce que ils savent bien que ils ont besoin de nous, puis ils viennent de s'en rendre compte. Là. Mais, en tout cas, ils savaient, là, mais ils n'ont pas dit « vous allez recommencer », c'est juste comme... Ils ont hâte que vous soyez là. C'est ça. Puis André, ça se fait déjà dans la Naudière à toutes les semaines, toutes les maisons de jeunes du regroupement se parlent en vidéo. Le RMJQ fait des rencontres à chaque semaine et 2 semaines pour les membres, pour les animateurs intervenants, pour les coordonnateurs. Tu sais, ça se fait beaucoup déjà, mais il y a quelque chose au niveau de la jeunesse qui n'est pas juste... c'est pas juste MDJ, mais pour les ados en général. Oui, puis je suis sûr que si le café de rue était là, on parlerait du 12-17, 18-30. Je pense que la partie jeunesse est particulièrement oubliée, là, au-delà de l'école primaire et des CPE. Oui, c'est ça. Puis déjà, quand tu es adulte, tu as des fois plus d'options pour aller chercher de l'aide, des fois moins, mais les jeunes sont quand même restreints dans leurs possibilités aussi, des fois. Là. Ouais. Surtout quand ça prend l'accord des parents. Ça fait. Fait que c'est vraiment pris en note, puis tu vas avoir des suivis dans les courriels quotidiens, Chloé. Merci. Donc, on devrait être sur le point d'accueillir notre invité, Monsieur Lessard. J'ai vu qu'on a plusieurs organisateurs communautaires qui se sont joints à nous. Puis, merci aussi pour tous les commentaires que vous inscrivez. Des fois, on ne les nomme pas tous, mais sachez qu'on prend le temps de les relire justement dans le but de poursuivre nos réflexions, de poursuivre le travail. Puis, merci beaucoup pour les commentaires que vous avez faits par rapport au travail de la Troquelle. On tente de nous aussi s'adapter à la situation pour vous accompagner du mieux qu'on peut. Et on aura à réfléchir, nous aussi, à un plan de déconfinement. Oui. Retrouver une vie d'équipe un jour, autre que par Zoom, Messenger et téléphone. Donc, j'imagine que ça ne devrait pas être long pour l'arrivée de M. Lessard. Oui, salut, c'est Marc-André Girard. J'essaie de retexter à Dr. Lessard puis je joigne à nous. Continuez votre échange. Dès que j'ai réussi à le rejoindre, je vous reviens. Parfait, merci. Excuse-moi, Hugo, ça fait quelques fois que je lève la main.
Puis j'avais un questionnement avant justement que M. Lessard arrive. Moi, j'aimerais ça que la Troquelle questionne M. Lessard sur la double vitesse en ce qui concerne les travailleurs essentiels, dans le sens que, tu sais, nous, la maison d'hébergement, on fait partie des services essentiels. On fait aussi partie du dossier de l'école Lamennais, où est-ce qu'il y a eu l'émergence du COVID-19. On a une de nos employés qui a été, que ses enfants ont été diagnostiqués COVID positif. Et je te dirais que l'ensemble des travailleurs du réseau de la santé ont été informés une semaine avant les autres, ont été testés une semaine avant les autres. Et puis je te dirais qu'il y a beaucoup, puis là, je ne veux pas que M. Lessard m'entende, là, mais il y a beaucoup de cafouillage là-dedans, sur le terrain. Fait que j'aimerais ça si on était capable de poser la question, mais at large, parce que je ne voudrais pas comme monopoliser, tu sais, le vaisseau. Ah oui. Fait que, depuis tantôt, j'essaie de le dire, puis là, ben, je me suis rendu compte que les droits de parole, ils ne fonctionnaient pas trop. Fait que c'est pour ça que je me permets de parler. C'est bien correct. Ça remplit le petit moment, mais effectivement, puis sachez que là, on va avoir, en théorie, on avait 15 minutes là, avec M. Lessard, fait que probablement qu'on ne pourra pas porter toutes les préoccupations. Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est justement les prendre en note. Puis, on a déjà fait parvenir un premier courriel à M. Lessard, justement, sur les directives. Puis là, ben, c'est d'autres questions qu'on va pouvoir poser pour tenter justement de créer ce lien-là entre les organismes et la santé publique pour avoir les réponses à nos questions. Parce que là, ça, c'est une situation déplorable. On en a quelques autres qui ont été amenés à nos oreilles. Fait qu'effectivement, qu'on va les porter, là. Parfait, parce que même les tests de dépistage, tu sais, les enfants, ils sont positifs, mais les parents, ils ne sont pas testés eux autres. Mais tout le système, tous ceux qui travaillent au niveau de la santé, eux, ils ont tous été testés, la famille au grand complet, quasiment le chat aussi. Fait que je trouve ça... je trouve ça, mon doux, le mot m'échappe, là, mais je trouve que c'est une inégalité dans le traitement. Et pourtant, je pense que si la maison d'hébergement fermait ses portes, il y aurait beaucoup de fun à l'hôpital. Puis sur les téléphones, les appels, il me semble que le 811, il serait pas mal surchargé, alors que nous, on l'est en maudit ici. Ouais, exact. Je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment plate. J'étais vraiment outragée quand j'ai entendu ce mode de fonctionnement-là à 2 vitesses. Fait que voilà. Merci. Parce qu'effectivement, c'est toute la population là, qui est concernée, pas juste les travailleurs de santé. Là, c'est at large, là, c'est la population. Exact. Bonjour, c'est Richard Lessard. Bonjour, M. Lessard. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, en plein ça. Bon, ben merci. OK, bonjour. Bienvenue à cette rencontre des membres de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière. Ça fait plaisir. Donc, on vous avait invité justement pour pouvoir un peu aborder la question du déconfinement, puis peut-être justement avec cet angle-là de santé publique, parce que dans le cas des organismes communautaires autonomes, on dirait que les directives ne sont pas très claires et on tente d'essayer de trouver. Donc, en fin de rencontre comme ça, on est content de vous accueillir pour peut-être entendre votre vision, puis qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux organismes et les directives qui sont données là, par le gouvernement. Bon, est-ce que M. Girard est avec nous, là? Oui. Parce qu'on en a parlé, évidemment, hier. Écoutez, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. La question du déconfinement, évidemment, ça me préoccupe beaucoup parce que il en faut un déconfinement, mais à quelle vitesse dans notre région? Puis, vous avez entendu parler là, que on a fait un petit peu modifier la carte pour inclure la MRC de Joliette dans la CMM pour être capable de ralentir le déconfinement, en particulier des écoles et des garderies dans Joliette, parce que le nombre de cas dans Joliette par 100 000 habitants était le plus élevé de toute notre région. Et bon, alors ça, vous savez ça, puis on continue de monitorer, nous, tous les jours, là, ce qui se passe avec les tests qu'on fait, puis
des enquêtes qu'on fait également. Par rapport aux organismes communautaires, si j'ai bien compris, parce que j'ai demandé à M. Girard de regarder les dernières directives du ministère, il n'y a pas d'ouverture de prévue à date. Puis il n'y a pas je pense même que les délais pour les assemblées générales ont été reportés. Alors, ça, je pense que ces informations-là, on en entend parler pas beaucoup, honnêtement, parce que les préoccupations jusqu'à présent ont surtout été sur les écoles, les garderies, les entreprises, tout le côté économique. Et puis là, ce matin aussi, il y a une autre conférence qui parle du métro et du transport en commun, et ça implique notre région aussi, là. Alors, j'ai pas entendu parler, honnêtement, dans toutes les conversations qu'on a pu avoir, de changements par rapport aux directives concernant les organismes communautaires. Pour moi, c'est le statu quo encore au moins jusqu'au 25 mai concernant la CMM, puis on verra par la suite. Tout ce qui se passe dans la CMM présentement, là, c'est la préoccupation qui définit ce qui va arriver aux autres régions. Alors, parce que le problème est là, puis il est aussi chez nous, là, certainement dans 3 de nos MRC. Alors, moi, c'est ce que je sais par rapport au déconfinement en ce qui concerne les organismes communautaires. Peut-être que M. Girard pourrait la rajouter, si je me suis trompé, me corriger. Marc-André? Ouais, je suis à la même place. On n'a pas reçu d'informations complémentaires concernant le déconfinement. Les règles sont toujours les mêmes. Dans le fond, vivre les rencontres virtuelles, même si tout le monde a hâte de se voir en personne. Pas de rencontre à plusieurs dans un même endroit, à moins que ce soit vraiment essentiel. Fait qu'on est toujours dans les mêmes informations, là, comme le disait le docteur Lessard, jusqu'au 25. Ce qui me préoccupe, bon, vous savez que, bon, c'est sûr que moi, je suis dans le COVID là, de 7h30 le matin à tard le soir, là, puis c'est comme s'il n'y avait pas d'autre chose sur la planète, là, vous m'en excuserez. Mais ce qui me préoccupe par rapport au COVID et dans notre région, c'est que ce qu'il faut faire d'un point de vue de santé publique, outre monitorer la situation avec nos données, c'est vraiment de dépister puis de demander aux gens de s'isoler. C'est aussi simple que ça, là. On essaye de trouver des cas, puis on demande aux gens de rester cachés pendant 2 semaines, les 2 semaines où ils sont contagieux pour ne pas passer le virus à d'autres. Et on essaie on fait beaucoup de dépistage présentement, mais nos tentes, nos endroits sont près des 2 hôpitaux et on est préoccupés, puis on en parlait M. Girard et moi hier, là, pour les populations plus défavorisées dans la Naudière. Et ce matin, Mme Yvon me parlait du centre-ville de Joliette que je ne connais pas, là. Vous comprenez que je ne suis pas de la région et j'essaie d'en apprendre à chaque jour. Mais on voudrait être capable de dépister davantage parce que dans les épidémies comme celle-là, souvent, c'est les milieux défavorisés qui sont les plus touchés. Et je veux être certain qu'on leur offre les services que ça prend. Puis ce qui est souhaité, c'est pour qu'on arrive à faire une bonne job, pas juste comme santé publique, là, mais comme société, c'est qu'on rejoigne l'ensemble des citoyens et puis qu'on aimerait ça idéalement qu'ils se mobilisent eux aussi, c'est-à-dire qu'on les aide à se mobiliser, qu'ils fassent partie de la solution et qu'il ne soit pas juste une préoccupation pour nous évidemment, c'en est une, là, mais de leur dire quoi faire. Idéalement, on aimerait que la population, dans son entièreté, soit consciente de ce qui se passe et prenne les mesures appropriées, mais parce qu'elle les comprend et parce qu'elle les intériorise, disons. Fait que cette idée de mobiliser, de conscientiser, mais mobiliser, c'est quelque chose qu'on a discuté avec M. Girard hier, on réfléchit présentement au rôle des organisateurs communautaires qui sont dans notre direction par rapport à ça. Mais c'est évident que si vous étiez intéressé à participer dans ce rôle-là, je sais que vous êtes déjà extrêmement présent, mais
j'ai pas. Moi, je suis habitué de travailler avec les organismes communautaires à Montréal, avec Centraide et puis tout ça, là. Puis il y en a, il y en a beaucoup. Fait que je ne sais pas trop comment vous fonctionnez, mais ça serait bon, si vous vouliez, là, nous aider à mieux comprendre quelle est la situation dans la Nodière, en particulier par rapport aux groupes défavorisés, et comment être certain qu'on ne les échappe pas. Et au-delà de ça, peut-être même les entendre sur leur réalité, et puis qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme support de notre côté pour s'assurer qu'on ne les oublie pas, justement. C'est sûr que pour l'instant, on a peu de temps là, pour jaser de tout ça, mais si vous aviez, si ça vous tente de contribuer, puis vous voulez nous apporter quelque chose, M. Girard serait certainement ouvert à votre rôle et à votre contribution par rapport à ça. Bien, c'est sûr qu'on va continuer à jouer le rôle sur les différents comités régionaux, puis on va continuer à amener l'information. Puis, entre autres, dans ce que vous amenez comme préoccupation, toute la question de dépistage, on en parlait justement avant votre arrivée, où on sent encore un décalage entre le dépistage qui se fait pour le réseau public, puis après ça, dans la population en général, on sent qu'il y a comme deux classes. On va dépister les travailleurs-travailleuses, mais on ne va pas dépister nécessairement les personnes. Fait que, de ce que j'entends, il y a une volonté d'aller vers ça, mais sur le terrain, c'est pas là. Fait qu'on va, tu sais, ce genre de préoccupation-là, c'est sûr qu'on va continuer à le porter parce qu'on a des cas, là, on a des faits où on a eu des informations à ce niveau-là. Puis continuer à porter parce qu'en ce moment, dans le fond, ce que vous nous dites ressemble beaucoup à ce que le ministère de la Santé dit, mais en même temps, c'est pas tant rassurant pour les organismes communautaires qui jouent quand même avec le fait qu'il y a des personnes qui ont des besoins. On parlait des jeunes un peu plus tôt. Les jeunes ados et jusqu'à 30 ans qui ne sont pas rejoints en ce moment par les mesures. C'est d'autres préoccupations qu'on va continuer à porter. Puis vous parlez de population vulnérable. Effectivement, il y a un gros enjeu là. Puis toute la question aussi, est-ce que les gens ont accès à l'information? Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à l'information parce qu'ils lisent pas, parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Fait que les préoccupations sont énormes par rapport à ça. Puis comme communautaire, on devrait être des alliés, mais on sent quand même un peu laissé seul dans tout ce combat-là, malgré nos présences un peu partout, parce que justement, le fait de ne pas avoir de directives claires, c'est dur de se positionner après ça. Autant dans notre déconfinement que d'être l'allié que vous avez besoin, là. Bien, c'est sûr qu'à court terme, là, les rencontres individuelles avec des personnes, je pense que ce n'est pas recommandé, là, le ministère n'est pas rendu là. Mais si comme groupe, vous avez une réflexion et que vous voulez nous la soumettre par rapport à ce que vous pourriez faire de différent probablement de ce que vous faites habituellement parce que là, vous ne pouvez pas le faire, on serait ouvert à tout le moins à écouter, là, parce que c'est quand même une capacité de communication, d'information, puis de sensibilisation et de mobilisation que vous avez. Et on en a besoin, là. Mais ce n'est pas dans votre mode habituel de dispensation de services à des individus. Mais vous êtes des dirigeants d'organismes, alors je pense que vous avez une vision sociétale qui va au-delà du service individuel. Et puis, ça serait intéressant qu'on soit capable de le capter, puis peut-être de se donner un plan d'action qui viserait en particulier, les communautés vulnérables, c'est évident pour moi. Les jeunes dont vous avez parlé, je n'étais pas entièrement sûr, mais on le voit par rapport au dépistage, là, c'est sûr, c'est évident. Là. C'est surtout les parents puis les travailleurs de la santé qui se font tester, là. Puis les policiers, puis en tout cas, tous ceux qui sont dans les services essentiels. Alors, en tout cas, je vous lance l'invitation, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vous dire plutôt que je vous fais part de mes préoccupations. Et si vous voyez que vous avez un rôle, là, mais voir quel rôle vous pouvez jouer, on est prêt à écouter. Là. Parfait. On avait dit qu'on avait peut-être un petit 5 minutes de questions. Je sais qu'on a débordé un petit peu. Est-ce qu'on a toujours le moment? Oui, moi, je peux prendre 5 minutes, mais après ça, il faut que... Parfait. Je suis en retard. Dans l'ordre, il y a Lisette qui a levé la main, puis après ça, Sarah. Je vous invite à utiliser l'outil lever la main, puis dans 5 minutes, on va devoir fermer. Donc, Lisette,
Bonjour, Lisette Dormois, je suis la coordonnatrice du Vaisseau d'Or des Moulins qui a un groupe d'entraide, un milieu de vie si vous préférez, mais qui a aussi une maison d'hébergement. Et ce qui m'a heurté dans votre propos, c'est qu'il semblerait que les maisons d'hébergement ne sont pas des services essentiels. Parce que là, ce que j'entendais, c'était que c'était le secteur de la santé, les services sociaux, les hôpitaux, tout ça qui était prioritaire. Alors que je pense que les maisons d'hébergement, peu importe à qui ils s'adressent, que ce soit des personnes âgées, des personnes qui vivent avec un problème de santé ou des jeunes, sont prioritaires. Mais je pense que vous m'avez mal interprété, là. Ce que j'ai dit, c'est que les personnes qui se présentent présentement dans nos tentes où on fait du dépistage, c'est plutôt ce genre de personnes-là. Je n'ai pas dit que c'était prioritaire. OK. OK, c'est parce que... OK, c'est beau. Je vous remercie. Juste avant la question de Sarah, une question qui revient souvent, c'est est-ce que la Direction de la santé publique ou le CIS va donner accès au matériel sanitaire aux organismes communautaires comme les désinfectants, les gants, les masques? Est-ce que, je sais que Marc-André, on m'avait demandé d'envoyer les demandes directement à toi, mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui se met en place et qui va être disponible là, justement dans les prochaines étapes de déconfinement? La vraie réponse, c'est que je ne le sais pas. Je pense que la journée où ils vont vous donner le OK pour ouvrir, je pense qu'il faudra vous donner les moyens pour le faire. Et jusqu'à présent, on était un peu, même dans le milieu hospitalier, là, même dans le milieu des travailleurs de la santé, l'enjeu, c'était la disponibilité du matériel de protection. Mais là, cet enjeu-là est moins important. Et puis là, on autorise, le ministère autorise les aidants naturels à aller dans les RPA puis les CHSLD. Et il faut fournir le matériel. Fait que je pense que petit à petit, là, on devrait aller vers ça, mais je n'en ai pas la confirmation. Là. OK. Sarah, peut-être comme question... Ah, excuse-moi, Marc-André. Ben, je vais juste ajouter qu'on continue de compiler les demandes, puis d'acheminer des outils, puis des pistes de financement pour acheter le matériel s'il est disponible. Puis on continue aussi, là, comme le disait le Dr Lessard, les démarches à l'interne pour en fournir avec des réponses toujours aussi décevantes. Mais toutes les demandes, on les a encore en main, puis on poursuit là, notre quête à l'interne. Sarah, comme question de fin. Sarah Girard. Ouais. Ben, un petit commentaire sur le dépistage. Là, avant hier, je pense qu'ils ont annoncé qu'il y avait personne qui allait dans les tentes. Là. Vous m'entendez? Hein? Oui. Et donc, puis qui voulaient tester même des personnes asymptomatiques et tout. Alors, moi, j'ai fait la démarche. Ça a pris 20 minutes au téléphone. Puis je suis arrivée là, puis il n'y avait pas de fil, rien. Là. Donc, si vous avez des membres qui ont besoin de se faire dépister, qui ont des doutes et tout ça, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'appeler. Là, on n'est pas comme il y a 2 mois. Là, c'est beaucoup plus fluide. Ma question, peut-être vous en avez parlé un petit peu, là, je suis arrivée en retard, c'était au niveau de l'aération dans les établissements. Par exemple, on est dans un vieux bâtiment là, qui appartenait aux Sœurs, qui n'a pas de système d'aération en tant que tel. Est-ce qu'on peut envisager un déconfinement ou il y a des mesures spécifiques à mettre en place par rapport à l'aération? Je comprends pas trop, là. Attends un peu. Pourquoi déconfinement, aération, c'est quoi le rapport? Ben parce que... Explique-moi, là. Ben, en tout cas, je lisais quand même à plusieurs endroits là, que le manque d'aération favorisait la contamination entre les personnes. Notamment dans les CHSLD, ça a été un facteur là, qui a été... Oui, c'est possible, mais il y a des endroits où c'est le système d'aération qui est peut-être en question aussi. Là. Moi, je dirais ouvrez les fenêtres, là, ouvrez les portes, aérez s'il n'y a pas de système d'aération. Je ne peux pas vous proposer autre chose. Avez-vous beaucoup de cas de quel site vous parlez? Non, nous, on est dans les organismes sont fermés en ce moment. On est dans un bâtiment fermé avec plusieurs organismes. Puis on se demandait, par rapport aux mesures qu'on doit mettre en place, à quelle place doit prendre la question de l'aération là, dans la perspective qu'on voudrait ouvrir des bureaux éventuellement. Honnêtement, s'il n'y a pas d'autre aération que d'ouvrir les portes et les fenêtres, je ne vois pas quelle autre solution je pourrais vous proposer. Ça ne pose pas un frein? Pardon? Ça ne poserait pas un frein là, à ouvrir les bureaux? Mais vraiment pas, non. OK.
Merci. Bienvenue. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore énormément de questions par rapport à la question du déconfinement. On entend M. Lessard qui dit en ce moment c'est le statu quo, donc on ne s'en va pas actuellement vers un déconfinement. Je sens qu'il reste encore beaucoup de questions et peu de réponses. C'est un peu ce que j'avais comme perception au niveau du ministère. Je pense que c'est confirmé encore là. Puis on va répondre favorablement à l'invitation de participer. Déjà, on le fait beaucoup, la troquelle, mais on va continuer, puis on va amener les préoccupations et les pistes de réflexion et de solutions qu'on met en place parce que ça devient un enjeu de plus en plus grand. Puis la crainte aussi, on en parlait, c'est la pression du réseau public sur les organismes communautaires. Mais justement, si on demande le statu quo, ben ça veut dire pas de pression pour des plans de déconfinement, puis il va falloir arrimer tout ça là, parce que sinon, on est dans une situation qui deviendra explosive entre tout le monde. Là. Oups, vous avez fermé votre micro. Ouais. Au cours de la journée, pas aujourd'hui, mais probablement demain. Demain, c'est vendredi. Ouais. J'aurai l'occasion de la rencontre des directeurs de santé publique qui se rencontrent tous les jours à 4 heures là, par téléphone ou par Zoom, d'apporter la préoccupation de l'ouverture des services des organismes communautaires. Parce qu'à date, là, je pense pas que c'était très haut dans l'agenda politique, là. Mais je pense que nous, on peut l'apporter parce que c'est des services directs à la population, là, puis c'est un moment où la population en a besoin. Mais vient avec ça, bon, dans quel échéancier de déconfinement, puis avec quels moyens, puis est-ce qu'on a la disponibilité des moyens pour le faire? C'est tout ça là, qui complexifie. Puis il y a des régions qui ne veulent pas être déconfinées, il y a des régions qui veulent l'être, il y a des sous-régions qui veulent l'être, d'autres qui ne veulent pas l'être. C'est compliqué, là, mettons. Même dans notre propre région, là, plus vous allez au nord, moins ils veulent être déconfinés. Plus vous allez au sud, ben, il y a même des coins dans le sud qui ne voudraient pas l'être, d'autres qui voudraient l'être. En tout cas, quand tu mets ça au niveau provincial, chaque région veut avoir son échéancier de déconfinement par sous-région. Alors, le gouvernement, à date, n'est pas très ouvert à trop de particularités sous-régionales. Ben, en tout cas, merci de porter le message avec les autres directeurs de la santé publique. C'est hyper nécessaire. De notre côté, ben, on va continuer notre travail. Donc, merci à tout le monde. Je le sais, on le savait que c'était un Zoom qui allait laisser sans doute encore beaucoup de questions. Je pense qu'on est là. En même temps, la question du statu quo qui est nommée, ben, donnons-nous le temps de faire les réflexions avec les outils dont Sébastien nous a parlé ce matin, les autres qu'on va vous envoyer dans le courriel quotidien. Donc, merci tout le monde de votre participation à l'entracte de ce matin. Puis, sachez que la Troquelle va continuer son travail de vous informer. On va essayer d'aller chercher le plus de directives claires dans nos représentations, autant au niveau santé et services sociaux que pour les autres secteurs. Puis, ben, on termine la 9e semaine. La 10e commencera à partir de lundi. Donc, un gros merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires dans le chat aussi. Comme je vous disais, on va les utiliser pour continuer notre travail. Puis, évidemment, on continue les courriels quotidiens pour vous informer, vous demander de remplir les beaux sondages colorés pour vos besoins financiers, besoins matériels et pour les besoins généraux aussi que Maya vous a parlé. Donc, c'est encore 1h30 qui a passé très vite avec vous tous. Au revoir. Bye bye tout le monde. C'est pas à 10 heures. Bye. Bye.